Mesdames, Messieurs, chers membres du jury, bonsoir. Frank Herbert. Ce nom d'apparence ne vous dira sûrement pas grand-chose. Et pourtant. Frank Herbert, c'est l'auteur de la célèbre saga Dune, dont vous avez sûrement entendu parler ces derniers mois. En revanche, et bien malheureusement, ce n'est pas de ce chef-d'œuvre dont je viens vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je viens vous parler d'une phrase. Une phrase écrite par ce même écrivain, dans un livre dénommé « Les yeux d'Eisenberg ». L'efficacité, c'est le contraire de l'habileté. Eh bien, mesdames et messieurs, j'entends vous démontrer que, tout aussi talentueux soit-il, notre auteur s'est trompé. Étant issu d'une fratrie de 4 enfants, dont je suis l'unique fille, mes frères ont tous les 3 développé très tôt, et ce, grâce à la profession et à la passion de notre père notamment, une passion qui leur est commune, le sport, et plus particulièrement le triathlon. Vous savez, ce sport où des femmes et des hommes enfilent des combinaisons moulantes pour se jeter à l'eau, dans une eau souvent à 10 degrés, pour ensuite enjamber leur VTT, puis terminer leur petite promenade de santé par quelques kilomètres de course à pied. Enfin, passons. Je souhaite vous parler plus particulièrement de mes 2 petits frères. 2 frères jumeaux, dont 5 belles années de tranquillité me séparent. Eux baignent depuis leur tendre enfance dans ce sport aux multiples disciplines et ont, avec le temps, développé un amour inconditionnel pour ce sport, mais aussi de certaines capacités et une certaine habileté dans le domaine. C'est-à-dire que du haut de leurs 13 ans, ils commencent à intégrer certaines techniques qui leur permettent, c'est-à-dire pendant leur compétition, de maximiser leurs résultats tout en optimisant leurs dépenses d'énergie et en minimisant leur chronomètre. Ce qui amène irrévocablement à pratiquer ce sport environ 3 à 4 fois par semaine. Je vous laisserai faire le calcul, trajet, aller-retour, essence, et avoir une grosse pensée pour ma mère. Donc, en pratiquant un sport régulièrement, qui plus est passionnant, dans lequel on a envie de s'épanouir et de progresser, certaines habitudes et aptitudes arrivent et se développent. Laissez-moi maintenant vous parler de mon père, qui lui pratique cette discipline depuis plus de 20 ans, chaque jour. Le sport, c'est son métier, c'est son quotidien. Ainsi, vous reconnaîtrez qu'il ne peut qu'être agile en la matière, après presque 20 ans d'exercice, de répétition et de cours dispensés. Et je vous assure toute mon impartialité quand je vous dis qu'il est devenu efficace dans l'exercice de sa profession, bien entendu. C'est en ce sens que grâce à des années d'expérience dans les disciplines variées qui composent le sport, qu'il a acquis un certain savoir-faire, de certaines méthodes, de certaines compétences, lui procurant une indéniable habileté dans ce qu'il fait. C'est semblablement ce processus qui suit l'évolution de mes frères. L'apprentissage de techniques afin d'acquérir une certaine aisance, une habileté, accompagnée d'un bel esprit de compétition, dans le but d'être le plus efficace lors de leurs courses. Enfin, trêve de déclaration de mon admiration aux hommes de ma famille, ma mère risquerait d'être jalouse. Il est donc temps pour moi de vous démontrer que l'efficacité n'est pas le contraire de l'habileté. Non, bien au contraire. Il s'agit là de 2 notions qui, loin de s'opposer puisque totalement différentes, se servent l'une à l'autre, de toute évidence. En effet, expliciter que l'efficacité serait le contraire de l'habileté reviendrait à vous dire que cuisiner et se nourrir sont 2 notions complètement opposées. L'habileté que l'on développe ne viendra jamais desservir l'efficacité. Elle ne peut que la renforcer, tout comme l'efficacité ne peut que renforcer notre habileté. Je m'explique. L'habileté, c'est un savoir-faire acquis. C'est une qualité propre à chacun, innée ou acquise, qui permet une certaine adresse dans le choix des moyens pour arriver à une fin. Cela nous permet de disposer d'une certaine aisance dans les actes que l'on entreprend, et ainsi de parvenir à nos fins, et ce, de manière efficace. Pourquoi de manière efficace ? Prenons l'exemple d'une personne que l'on dit malhabile, c'est-à-dire plutôt qui manquerait de savoir-faire, et précisément dans un domaine sollicité.
celle-ci accomplissant la même tâche que son camarade, qui, quant à lui, est habile et connaisseur de la tâche qu'ils entreprennent tous deux. Pour des raisons de simplicité, et vous en conviendrez, nous les appellerons Claude et François. Cela va de soi que Claude, notre malhabile, qui sera le moins expérimenté, atteindra sûrement l'objectif donné, certes, mais à quel prix? Il s'agit d'introduire une nouvelle notion dans l'équation. L'efficacité, c'est la qualité d'une personne qui accomplit une tâche de manière efficace et qui, donc, atteint ses objectifs. Réaliser ce que j'entreprends de manière efficace, c'est faire en sorte de me focaliser sur l'essentiel en produisant l'effet escompté. Ainsi, vient s'ajouter en corrélation avec l'efficacité une notion tierce, dont il s'agit de bien distinguer la spécificité. L'efficience. L'efficience se présente comme la capacité de parvenir à un maximum de résultats avec un minimum de ressources. Il s'agit de faire plus avec moins. Ainsi, une action peut être efficace puisqu'elle atteint son but final, mais pas efficiente si elle utilise des moyens disproportionnés. Bon, enfin, venons-en aux faits. Une personne moins expérimentée, voire très peu, dans un domaine donné, atteindra sûrement son but, mais pas forcément avec efficience. Elle utilisera sûrement des moyens beaucoup plus disproportionnés, s'épuisant à la réflexion, à l'essai de nombreuses fois, avant de trouver la bonne combinaison. Cependant, ne blâmons pas celui qui ne sait pas. C'est avec le temps et l'expérience qu'il apprendra. Revenons donc vers Claude, notre personnage, le moins habile, ne signifiant pas qu'il le sera toujours et qu'il le subsiste en tout. Quoi qu'il en soit, ainsi, il en est ainsi. Ici, il en est ainsi. Face à lui se trouve François, lui ne rencontrant aucune difficulté et doté d'une claire habileté. Ce dernier serait donc nécessairement plus apte à réaliser l'acte entrepris à la fois avec efficacité et efficience. Il atteindra son objectif, mais contrairement à Claude, il l'atteindra en déployant moins de temps et moins d'énergie. Évidemment, il connaît et évolue dans cette discipline. Il a acquis un certain savoir-faire. Ce savoir-faire entend donc des méthodes, des techniques qui s'acquièrent avec le temps. La notion d'efficacité ne peut donc pas alors être réduite au simple fait d'atteindre ses objectifs. Partons du principe que nos deux compères ont alors tous les deux atteint leur objectif. Cependant, une différence demeure. François, l'habile en la matière, y est parvenu plus rapidement que Claude. C'est grâce à l'usage de ses compétences acquises et à leur mobilisation efficace qu'il a pu obtenir plus facilement ce dont il avait besoin et nécessairement de manière plus rapide que notre cher Claude qui, quant à lui, partait de zéro. Ainsi, la notion d'efficacité est formellement liée à celle de temporalité. Il réalise la tâche demandée nécessairement plus vite et mieux. Il est plus efficace. C'est précisément ici que l'écart se creuse entre les deux hommes, hiérarchisés selon les compétences requises et celles dont ils disposent. Ce qui me semble être un raisonnement tout à fait légitime, mais malgré tout, qui suis-je pour dire qu'un tel est meilleur qu'un autre parce qu'il est plus adroit dans un domaine? Personne, entendez bien. Mais force est de constater que de nos jours, la plus grande considération serait, injustement peut-être, émise à l'égard de notre personnage le plus adroit en la matière. Son habileté et son efficacité corrélées fonctionnent comme des élévateurs sociaux. Il sera jugé meilleur dans son domaine et par conséquent sera plus sollicité. Et c'est en ce sens que nos deux notions se complètent l'une avec l'autre. C'est donc une certitude. L'habileté permet l'efficacité. Nous pourrions nous appuyer sur le raisonnement d'Adam Smith, le célèbre théoricien de la division du travail. Pas de panique, vous n'êtes pas de retour en cours d'économie. Ce que je tiens à vous montrer est bien simple. La division du travail tend à augmenter la puissance productive du travail. Ainsi, elle consiste en la division de la réalisation d'une tâche complexe en de multiples tâches réalisées par des travailleurs spécialisés dans une tâche simple et unique. Si j'en viens à l'objet de ma thèse, il en est que Smith identifie 3 principales conséquences d'une spécialisation, dont l'une d'elles est la plus grande habileté du travailleur qui se spécialise dans l'exécution d'une tâche. Ainsi, vous l'aurez compris, la division du travail permet une efficacité décuplée grâce à la spécialisation des ouvriers
créant l'habileté de chacun dans un domaine précis et donc, par conséquent, une réelle augmentation de l'autonomie. L'habileté que je viens d'évoquer avec vous est notamment liée au monde du travail. Vous l'aurez remarqué. Il existe nécessairement une autre catégorie, relativement proche, qui est omniprésente dans notre quotidien, chez chacun de nous, à chaque instant. Les habiletés sociales. Ce sont elles qui permettent justement de communiquer avec ceux qui nous entourent. C'est un ensemble de capacités qui nous permettent de percevoir et de comprendre les messages communiqués autour de nous et de savoir y répondre. Ainsi, ce sont des habiletés qui se développent, encore ici, avec le temps. Elles s'acquièrent avec l'âge, l'expérience, la pratique. Plus on évolue dans le monde qui nous entoure et dans nos relations sociales, plus nos habiletés se développent. Ces habiletés permettent, au fur et à mesure, d'exprimer nos besoins et nos envies, et par conséquent, de mener à bien nos projets, aussi bien personnels que professionnels. C'est une manière d'entrer en contact et de le maintenir dans le but de la réalisation efficace de soi-même et de chaque projet. Elles se reconnaissent en chacun, elles nous définissent en partie dans notre approche du monde extérieur. L'habileté sociale peut aller de soigner son apparence à identifier ses émotions, se présenter, lancer une conversation, donner ou suivre des instructions, partager, s'excuser, identifier les émotions des autres, reconnaître l'humour, accepter l'échec. Ainsi, la conclusion qui nous apparaît est toujours la même. L'habileté peut s'acquérir, certes, et nul ne peut être habile en tout, sinon on l'appellerait certainement un surhomme. Même les plus grands héros, fictifs ou réels, ont leur domaine de prédilection. Quoi qu'il en soit, chacun sera toujours plus efficace, plus à l'aise et plus rapide dans les disciplines dans lesquelles il détient une certaine habileté. Merci.